Welcome back. We are joined again by Alex Craner, market analyst. Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints une fois de plus par Alex Cranor, analyste de marché, auteur et ancien gestionnaire de fonds spéculatifs. Vous pouvez le suivre sur son podcast, le Alex Cranor Podcast, ainsi que sur sa page Substack. Je laisserai un lien dans la description. Merci d'être revenu parmi nous. Toujours un plaisir, Glenn. Merci pour l'invitation. J'apprécie votre combinaison d'expertise en marché et d'analyse politique. C'est pourquoi je trouvais vos réflexions très intéressantes sur la menace de l'oligarchie montante que nous observons, non seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe, et sur la manière dont elle détourne essentiellement la démocratie. Et dans votre podcast, vous établissez même des parallèles avec la chute de Rome. Je me demandais dans quelle mesure vous voyez une oligarchie aujourd'hui et pourquoi elle sape la démocratie. Eh bien, il faut être clair, c'est un peu compliqué. Je pense que la manière dont nous avons été culturellement conditionnés à concevoir la démocratie, c'est comme un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et c'est ainsi qu'elle devrait idéalement fonctionner. Mais je constate qu'en réalité, dans la plupart des nations occidentales, et nous avons des preuves empiriques très solides à ce sujet pour la Grande-Bretagne et les États-Unis, ce que l'on obtient en pratique, c'est une sorte de démocratie superficielle. C'est une démocratie seulement en apparence, tandis que le système, le gouvernement, la structure économique est en réalité dirigé par une oligarchie. Et cela ressort clairement des preuves empiriques que j'ai citées dans la vidéo que vous avez mentionnée. Et c'est pourquoi je pense que nos sociétés, nos démocraties ne fournissent pas réellement ce que les gens veulent. Parce que si l'on y réfléchit, nous vivons sous des démocraties depuis au moins 3 générations en Occident. Et lorsque les gens vont voter, ce qu'ils veulent, c'est la prospérité. Ils veulent un niveau de vie élevé, la paix et la sécurité. Mais d'une manière ou d'une autre, ils se retrouvent toujours avec des crises économiques et financières à répétition, de la répression, de la censure, de l'insécurité, une dégradation du niveau de vie, des infrastructures qui se désagrègent et des guerres sans fin à l'étranger. Donc il est évident que quelque chose ne fonctionne pas correctement. Néanmoins, les médias continuent de promouvoir la démocratie comme l'une des plus hautes valeurs et idéaux que nous devrions poursuivre sans jamais les remettre en question, et ainsi de suite. Mais si l'on analyse ce que le système produit réellement, par opposition à ce qu'on nous dit qu'il devrait produire, on se rend compte que les symptômes de la décadence sociale, ces crises économiques, ces guerres, apparaissent clairement, car, soyons honnêtes, la plupart des guerres dans le monde sont provoquées par des gouvernements démocratiques, principalement la Grande-Bretagne et les États-Unis. Et lorsque nous observons ce schéma, nous voyons qu'il est le même ou très similaire à ce que nous avons vu à Rome, dans la Rome antique et dans l'Antiquité grecque, ainsi que durant la période bancaire lombarde en Italie au XIIe et XIIIe siècle. C'est toujours la même chose, et cela continue de se propager. Je pense qu'aujourd'hui, dans le monde occidental, il est devenu, indéniable que nos démocraties sont dysfonctionnelles. Il est donc évident que nous devons les réformer d'une manière ou d'une autre. Et je pense que, pour les réformer, nous devons partir de la compréhension la plus claire possible de ce qu'est le problème. À mon sens, le problème est que nous sommes en réalité gouvernés par une oligarchie totalement irresponsable. Et maintenant, nous avons aussi un modèle très pratique pour savoir comment traiter les oligarchies, celui de la Russie. Car la Russie a été l'un des meilleurs exemples de ce qui arrive à une société lorsqu'une oligarchie sans frein détient le pouvoir. C'était donc la Russie des années 1990.
Puis en 2000, Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir et nous avons assisté à un spectaculaire redressement de la Russie à tous les niveaux. Ce que Poutine a fait, ce n'est pas rassembler tous les oligarques pour les tuer ou les emprisonner. Il les a essentiellement réunis et a fixé les règles. Il leur a dit « Vous avez volé ce que vous avez volé. C'est à vous. Continuez à diriger vos entreprises. Continuez à profiter de vos bénéfices. Mais vous devez payer correctement vos impôts, bien traiter vos employés et surtout, rester en dehors de la politique. » And most importantly, you have to stay out of politics. And so, you know, Et donc, vous savez, à cette époque, c'était je crois en mars 2000 ou 2001, cela pouvait sembler une proposition tout à fait raisonnable. Donc vous savez, je reste très riche, je reste milliardaire, oui, et je n'ai pas à m'occuper de politique très bien. Tout le monde aurait dû pouvoir s'en accommoder. Mais le problème, c'est que les oligarques s'étaient habitués à l'idée que la Russie était leur fief privé, qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, nommer des ministres et les révoquer à leur guise, quand bon leur semblait. Et donc c'était pratiquement une déclaration de guerre, et un certain nombre d'oligarques ont tenté de s'opposer à Vladimir Poutine. Et ça s'est mal passé pour eux. En grande partie, ce n'était pas, vous savez, des fusillades, enfin aucune d'entre elles ne l'était. C'était des batailles juridiques. Les oligarques ont poursuivi le gouvernement en justice, le gouvernement s'est défendu et il a gagné. Le seul des 7 banquiers à avoir fini en prison était Mikhail Khodorkovsky, qui était un peu audacieux parce qu'il représentait les intérêts de Jacob Rothschild en Russie. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est désormais un fait bien établi, c'est documenté. Il a donc défié Vladimir Poutine sur le plan politique, n'est-ce pas? Et il a ensuite fini en prison pour évasion fiscale, un peu comme Al Capone, vous voyez. Kind of like Al Capone, you know. And he spent 9 years in prison, but basically Et il a passé 9 ans en prison. Mais fondamentalement, Vladimir Poutine a mis les oligarques dans leur bac à sable et leur a dit « Vous pouvez jouer ici, mais c'est tout. C'est moi qui dirige le pays. Le pays a un gouvernement, il a un parlement. Vous ne dictez pas la politique. » Et ainsi, nous avons assisté à une spectaculaire reprise économique de la Russie. Elle est devenue sinon une superpuissance, du moins une puissance mondiale avec laquelle il faut compter. Le niveau de vie du peuple russe a augmenté de manière spectaculaire. Pendant le règne de Vladimir Poutine, le développement économique de la Russie a été... Eh bien, j'ai consulté ces chiffres il y a quelques années, donc je ne veux pas affirmer qu'ils sont encore exacts. Mais la Russie a même dépassé, je crois jusqu'en 2017 au moins, la croissance économique chinoise. Et maintenant, vous savez, avec cette guerre en Ukraine, nous voyons que la Russie n'est pas seulement une économie avancée, c'est un système très robuste. Même si la Russie a été frappée par le plus grand ensemble de sanctions jamais imposées à un pays dans l'histoire, cela n'a pas déséquilibré la Russie. Cela ne l'a pas déstabilisée. Et c'est l'effet du contrôle du pouvoir de l'oligarchie, quelque chose d'impensable en Occident. Parce que, vous savez, alors que Vladimir Poutine pouvait convoquer tous ses oligarques au Kremlin et leur dicter les règles, il est impensable qu'un président américain ou un premier ministre britannique, ou un président français, puisse, vous savez, aligner les oligarques et dire, eh bien, à partir d'aujourd'hui, les choses se passeront ainsi. En réalité, en Occident, ce sont les oligarques qui sont aux commandes, et les premiers ministres et présidents leur sont subordonnés. Nous ne savons donc même pas vraiment qui sont tous les oligarques. Tout cela relève du domaine des théories du complot. Nous ne savons pas quelles sont leurs intentions, mais nous voyons que des choses très étranges se produisent. Vous savez, nous avons cette offensive soudaine de l'agenda LGBT que personne n'a approuvé par le vote. Nous avons des guerres sans fin
que personne n'a approuvées. Nous avons ces crises financières inexpliquées, résolues de manière que personne ne soutient. Nous avons cette hostilité irrationnelle et insensée envers la Russie, qui pousse nos dirigeants à mettre en œuvre des politiques complètement folles, comme détruire notre infrastructure énergétique et notre sécurité énergétique, simplement parce qu'ils pensent que c'est une façon de nuire à la Russie. Nous avons des politiques insensées, comme le zéro émission net, que personne n'a approuvé, et des investissements de dizaines de milliards de livres dans quelque chose appelé la capture du carbone. Ils construisent donc d'immenses installations industrielles pour extraire le carbone de l'atmosphère et le stocker sous terre, ce qui est complètement insensé. Cela ne sert à rien. Cela n'améliore la situation de personne. Ils disent « Oh, nous sauvons la planète », mais personne n'a voté pour cela. Ce n'est pas la volonté démocratique du peuple. Et puis, vous savez, on va encore plus loin dans ces idées sinistres, comme recouvrir des terres agricoles de premier choix de panneaux solaires, tout en investissant en même temps des dizaines ou des centaines de millions de dollars dans des technologies visant à obscurcir le soleil. Les gens ordinaires ne voteraient pas pour cela. Ils ne le soutiendraient pas. Ils s'y opposeraient. Il est donc évident que l'Occident est devenu pathogène et dysfonctionnel. Et nous allons devoir réformer le système. Mais pour réformer le système, nous devons comprendre d'où viennent les problèmes. Et en gros, c'est la motivation derrière la vidéo à laquelle vous faisiez référence. Un collègue à moi en Australie, un Américain, Salvatore Babones, a écrit un livre similaire sur, en gros, l'ascension de la classe des experts et la manière dont cela pourrait saper la démocratie. Cela s'inscrit aussi un peu dans la catégorie d'une oligarchie. L'idée principale est que certains aspects de la gouvernance devraient être en dehors du contrôle démocratique. Par exemple, la gouvernance militaire. Les gens ne savent pas comment être gouvernés, ni ce dont l'armée a besoin. Donc c'est quelque chose qui se fait à part et qui ne devrait pas relever d'un contrôle démocratique direct. Mais ils ajoutent ensuite que les technologies sont également très importantes, tout comme certains aspects des banques centrales. Les gens ordinaires ne comprennent pas cela. Et l'un après l'autre, chaque aspect de la gouvernance change. Il commence à se centraliser et finit par échapper au contrôle démocratique. Et au bout du compte, le contrôle démocratique se limite, en quelque sorte, au vote sur des questions mineures, tandis que les grandes orientations politiques sont gravées dans le marbre et intégrées à une sorte de bureaucratie permanente, que les Américains appellent souvent le blob ou l'État profond. Mais j'aime beaucoup ce dont tu parles, cependant. J'aime vraiment Alexis de Tocqueville. Il a écrit ses ouvrages lorsqu'il a visité les États-Unis au XIXe siècle pour voir comment la démocratie y fonctionnait. Il consacre un chapitre dans le deuxième volume au despotisme démocratique. Contrairement à ce qui semble être l'hypothèse courante aujourd'hui, il écrit que les démocraties sont particulièrement vulnérables à l'oligarchie, car il y a très peu de résistance, en raison de la croyance que leurs représentants représentent réellement le peuple. Elles utilisent des moyens plus doux pour réguler de plus en plus d'aspects de la vie. Et à cause de cette confiance dans le gouvernement, ainsi que de la préférence pour la sécurité matérielle et la paix sociale, il existe une disposition à céder une grande partie de l'autonomie dans la vie des individus. Il a un passage fascinant où il écrit que les gens deviennent de plus en plus semblables à des enfants dans les démocraties, car si tout doit être égal, cela exige essentiellement un gouvernement très puissant. Et cela engendre cette tyrannie douce.
Et le gouvernement devient paternaliste, guidant les citoyens comme des enfants. Et peu à peu, les citoyens finissent par apprécier cela. Ils aiment ne pas avoir à prendre toutes les décisions difficiles. Pendant ce temps, les intérêts des plus riches continuent de croître et dominent de plus en plus toutes les institutions démocratiques. Au bout d'un moment, le consensus est simplement fabriqué par l'élite, si bien que la démocratie se réduit à une série de rituels. Même lorsque l'oligarchie s'impose, affirmait-il, les démocraties continueraient à conserver le langage démocratique, les institutions, tous ces rituels du vote, même si cela n'avait plus vraiment d'importance, car le pouvoir était centralisé. Les responsabilités civiques déclinaient, la pression pour la conformité était immense, et encore une fois, très peu d'oppression était nécessaire, car les gens se conformaient d'eux-mêmes. C'est un chapitre fascinant à lire. C'est un peu, si vous l'aviez lu il y a 30 ans, à la fin de la guerre froide, quand le libéralisme était perçu comme la solution miracle à tous les problèmes et que la démocratie devait s'épanouir et transformer le monde pour le mieux, une sorte d'utopie. Alors Alexis de Tocqueville aurait sans doute pris la poussière sur l'étagère. Mais aujourd'hui, quand on voit comment les gouvernements commencent à se comporter, je pense qu'il est temps de dépoussiérer ces livres et de relire certaines des premières analyses des défis du despotisme démocratique. Le voyez-vous de la même manière? Cette population traitée comme des enfants, acceptant simplement le confort. Et c'est pour cela que nous remettons de plus en plus de pouvoir sans esprit critique. Oui, je pense que c'est tout à fait le cas. Et je pense que c'est intentionnel, parce que vous savez le problème quand on a ce que les Grecs appelaient des tyrans, ce que les Romains appelaient des rois, et ce que nous appelons aujourd'hui des autocrates ou autre chose, c'est qu'il existe dans notre société une obsession contre les tyrans, les rois, les autocrates, et ainsi de suite. On le voit par exemple aux États-Unis de tous les endroits où il y a ces manifestations organisées appelées No Kings. Bien sûr, ça n'arrive pas en Grande-Bretagne ou au Canada où le Premier ministre prête serment au roi. Ça n'arrive pas non plus au Danemark, aux Pays-Bas ou en Espagne. Aux États-Unis, pourquoi? Parce que je pense que lorsqu'on a un véritable souverain au sommet de la structure de gouvernance, il peut maintenir l'oligarchie sous contrôle. Ainsi, si l'oligarchie devient abusive, un vrai souverain peut limiter son pouvoir. Et c'est la transition qui s'est produite à Rome en 509 avant Jésus-Christ, lorsque le dernier roi romain a été déposé. À partir de ce moment-là, Rome a été essentiellement gouvernée par une oligarchie de manière totalement débridée. Et ensuite, évidemment, ils ont dû accorder au peuple une certaine apparence de démocratie, une certaine influence, une certaine capacité à modifier le système par le biais de ses institutions. Mais tu es toujours forcé d'entrer dans ce labyrinthe de règles, de réglementations, de structures et d'institutions qu'il est presque impossible pour une personne ordinaire de parcourir. En même temps, l'oligarchie peut mettre en œuvre des changements d'en haut très facilement, car elle contrôle le pouvoir économique. Tu sais, ils peuvent acheter tous les membres du Congrès et les sénateurs, et ils peuvent payer tous les lobbies qu'ils veulent. Ils obtiennent un retour sur investissement absolument colossal en politique. Voilà donc ce que nous avons en Occident. Mais évidemment, ils ne vont pas nous le dire, ils essayent de le dissimuler. Et puis quand il arrive ici ou là, que la volonté démocratique du peuple parvienne réellement à provoquer un certain changement, ils mettent cette histoire en avant en disant « Vous voyez, voilà une véritable démocratie. » Et vous savez, c'est le peuple qui détient tout le pouvoir. En même temps, ils utilisent leur contrôle des médias pour nous convaincre d'aller à l'encontre de nos propres intérêts.
Très souvent, cela implique ce qu'on pourrait appeler la domination de la classe des experts, car ils font toujours venir des spécialistes qui nous disent « Oh, vous savez, pour sauver la planète, nous devons atteindre la neutralité carbone à cause du changement climatique. » Et vous savez, c'est très compliqué. Donc, la personne ordinaire ne peut pas comprendre. Alors on va écouter les experts. Et les seuls experts qui passent dans les médias sont ceux qui disent 97% sont d'accord pour dire que l'activité humaine provoque le changement climatique. Alors devine quoi? Nous devons arrêter de conduire des voitures à carburant fossile. Nous devons démanteler toutes les centrales nucléaires. Et nous devons en gros commettre un suicide économique. Tu ne dois plus avoir de travail et tu dois geler dans ton appartement. Pourquoi? Parce que si nous ne faisons pas tout cela, nous ne pourrons pas sauver la planète. Toute la planète va brûler. Et c'est la même chose avec les pénuries d'eau, qui sont aussi une invention. Vous savez, les pandémies, ces virus très très terribles, dangereux et mortels qui vont nous tuer à moins que nous ayons, vous savez, des vaccins, des passes, des rappels et à terme des puces sous la peau, tout cela est un moyen de contrôler la population. La classe des experts joue un rôle extrêmement important dans ce processus. Et l'oligarchie dirigeante dispose de moyens très efficaces pour choisir quels experts nous avons le droit d'entendre et lesquels ils réduisent au silence. Cependant, je pense que cette tromperie ne peut aller que jusqu'à un certain point et pas au-delà. Et je pense que, d'après notre expérience dans nos vies, la pandémie de 2020 a été le moment charnière où peut-être très peu de gens, un très faible pourcentage, lisaient Alexis de Tocqueville et se disaient « Eh bien, il avait raison, c'est vraiment ce que nous vivons ». Je pense qu'aujourd'hui, ce segment est bien plus large. Je ne sais pas combien exactement, mais peut-être qu'avant la pandémie, c'était 1% et qu'aujourd'hui, c'est 20, 30 ou même 50%. Le problème, c'est que les gens ont encore l'impression que, s'ils remettent le système en question, ils font partie d'une minorité, qu'ils appartiennent à une frange marginale. Ce que je constate souvent, c'est que, lorsque je parle à quelqu'un, il peut être un peu timide à l'idée de dire vraiment ce qu'il pense. Mais quand je lui dis ouvertement ce que je pense, soudain, il réagit. « Ah oui, je suis tout à fait d'accord. » Vous savez, les médias projettent d'une certaine manière cette idée qu'il existe des illuminés, des théoriciens du complot complètement à côté de la plaque sur tout, et que si vous êtes d'accord avec eux, alors vous faites partie des illuminés. Du coup, les gens se sentent isolés. Ils n'aiment pas dire ce qu'ils pensent vraiment de tel ou tel sujet. Mais quand ils se rendent compte que vous partagez leur opinion, ils se sentent soulagés, et là ils sont prêts à parler, et ils vous racontent tout. Et donc, je pense qu'à un certain moment, on atteint un point d'inflexion où beaucoup de gens réalisent qu'ils ne font pas partie d'une frange marginale, qu'ils ne sont pas des théoriciens du complot fous, que leurs opinions reposent en réalité sur des faits et que nous faisons face à un véritable ennemi au sein de nos sociétés. Et ces experts qu'on nous présente nous trompent en réalité, ils ne nous disent pas la vérité. Je pense donc qu'à ce stade, les choses commencent à changer et que Donald Trump arrive à la Maison-Blanche parce qu'il représentait la seule alternative. On aurait pu avoir une quatrième administration Barack Obama à travers Kamala Harris, ou bien il fallait prendre une autre direction. Et de toute évidence, le peuple américain a choisi l'alternative. Et nous voyons que même en Europe, ils doivent de plus en plus intervenir dans nos démocraties pour imposer des candidats, parce que les gens voteraient pour Colin Georgescu, pour l'AfD en Allemagne, pour le Rassemblement national en France, et ainsi de suite.
Mais on ne les laisse pas faire. Alors ils utilisent les tribunaux, comme ils l'ont fait à Rome, vous savez, la guerre juridique. Ils se servent des tribunaux pour simplement disqualifier certains candidats. C'est comme s'ils disaient « oui, oui, vous pouvez avoir une démocratie, mais vous ne pouvez choisir qu'entre ces candidats-là, pas ceux pour qui vous voulez vraiment voter. » Eh bien, comme l'a dit John F. Kennedy, si une révolution pacifique devient impossible, on finit par avoir une révolution violente. Et je crains que ce ne soit la direction que prend le monde occidental. Cette idée selon laquelle on ne peut pas remettre en question le système, je pense que c'est là le problème. Ils ont transformé ces idéaux libéraux en une identité, une idéologie. C'est ainsi qu'ils se définissent. Ils sont la démocratie. Ils représentent la démocratie. Il est très difficile de contester l'autorité démocratique qu'ils revendiquent, car c'est sur elle que repose toute leur légitimité. Mais il existe aussi une forme de domination idéologique, car la nature humaine fait que, lorsque nous nous organisons en groupe, nous avons tendance à nous identifier comme appartenant à un groupe face à un autre, à déterminer qui est l'autre. Et nous formulons toujours cela dans le langage du bien contre le mal. Ainsi, diviser le monde entre démocratie et autoritarisme devient notre vision du monde tout entière. Ainsi, dès que l'on commence à remettre en question les références démocratiques de la direction politique et à se demander s'ils ne sont pas devenus des oligarques, cela est perçu comme une attaque contre leur légitimité politique même. Et bien, dans une certaine mesure, c'en est une. Mais souvent, ceux qui crient le plus fort à propos de nos valeurs démocratiques sont des personnes comme von der Leyen et Kaja Kallas. Personne n'a voté pour elle. Même Kaja Kallas a récemment qualifié von der Leyen de dictatrice, donc elle ne se prive même pas de ce genre de querelle interne. Mais même les personnes réellement élues, celles que les électeurs ont eu la possibilité de choisir, des gens comme Starmer, Merz, Macron, nous avons Merz de BlackRock, évidemment fortement influencé par son parcours dans la finance. C'était la même chose avec Macron. Si vous vous souvenez, lorsqu'il a été propulsé en politique, comme le leader appelé à prendre la relève, il était auparavant banquier d'investissement chez Rothschild. La manière dont les médias l'ont présenté, c'était comme ce nouveau type ouvert et libéral capable de transformer la France. Je veux dire, c'était vraiment une élection très encadrée. Et je n'aime pas non plus que le fait d'évoquer la montée d'une oligarchie soit considéré comme une théorie du complot, alors qu'il existe en réalité des travaux universitaires sur le sujet. Il y a un article de Yale qui examine l'ensemble des politiques aux États-Unis et les compare au vote des citoyens. Et depuis les années 1980, ils ont plus ou moins confirmé que le vote a peu ou pas d'impact sur les politiques. Donc oui, on peut choisir qui s'assoit sur le trône, mais les politiques, elles, ne changent pas. Il y a même eu l'ancien président américain Jimmy Carter, aujourd'hui décédé, qui disait que les États-Unis ne sont plus vraiment une démocratie. C'est une oligarchie. Il faut voir où se situe le pouvoir. Et pourtant, on la traite comme quelque chose issu des recoins sombres d'Internet. Quelque chose que l'on, même si on peut le constater là, on ne peut pas nier la répartition du pouvoir en termes économiques, à quel point il est concentré. On peut regarder l'investiture de Trump et voir toute la première rangée remplie de milliardaires de la tech. Et malgré tout, non, ce n'est pas une oligarchie, c'est encore une démocratie. Mais comme vous l'avez suggéré, oui, absolument. Et il y a très peu de choses à faire désormais, si ce n'est que les élites politiques deviennent de plus en plus coercitives, comme vous l'avez dit, interdire les élections, les annuler, arrêter les opposants politiques, comme en France. Mais jusqu'où cela peut-il aller? Parce qu'on sent bien que la confiance envers les politiciens, la confiance envers les médias, tout cela décline.
Et la grande ironie, bien sûr, c'est que la démocratie libérale regorge de bonnes idées. Mais si l'on n'est pas capable de critiquer le système, comme par exemple la concentration des richesses ou le despotisme démocratique, on ne peut pas en gérer les faiblesses et on finit par le tuer. C'est donc assez ironique que nous ayons presque interdit la critique du système. Mais où voyez-vous cela aller? Sommes-nous en train d'entrer dans une ère pré-révolutionnaire? C'est bien ce qu'il semble, Glenn. Ce que les oligarchies ont fait traditionnellement tout au long de l'histoire, c'est que lorsque les pressions sociales devenaient insupportables, c'est-à-dire lorsque l'oligarchie perdait complètement sa crédibilité et que le peuple voulait la renverser, elle criait « Les barbares sont aux portes ». Elle projetait tous les problèmes sur un ennemi extérieur, puis offrait toutes sortes d'incitations ou forçait les hommes de la population, les mâles en âge de combattre, à aller affronter ces ennemis extérieurs. Et s'il n'y avait pas de guerre, elles en inventaient une. Elles en fabriquaient simplement une. Car ce qui se passait, c'est qu'elles détournaient les griefs vers un ennemi extérieur, envoyaient les hommes à la guerre, et ces hommes étaient sacrifiés en très grand nombre. Et il est controversé de dire que c'est une politique délibérée, mais c'est très clairement une politique délibérée. On envoie des hommes à la guerre, et ensuite on ne cherche pas seulement à gagner la guerre et à les ramener chez eux. Ces hommes sont des héros, certes, mais ils restent peut-être, vous savez, des ennemis potentiels. Alors on essaye d'en éliminer autant que possible. Et puis, vous savez, on utilise aussi les combats pour recruter ceux qui pourraient devenir votre garde prétorienne, les plus dociles, les plus ambitieux, ceux qui veulent servir le pouvoir. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il ne semble plus que l'ancien manuel fonctionne parce qu'ils perdent le contrôle du récit. Et vous savez, autrefois, ils pouvaient crier « Ennemis, des barbares aux portes », parce qu'ils contrôlaient les moyens de communication. Puisque nous dépendions tous des journaux, des magazines, de la radio et de la télévision. Il leur était donc très facile de contrôler le récit, et nous n'avions pas vraiment d'alternative. Mais aujourd'hui, nous avons Internet et les réseaux sociaux. Alors quand ils crient « des barbares aux portes », voulant dire « les Russes arrivent, les Russes arrivent », les gens ne les croient pas, parce qu'ils ont une compréhension plus fine de ce qui se passe. Et ces vieux clichés selon lesquels, une fois les Russes finis avec l'Ukraine, ils commenceraient à envahir le reste de l'Europe, la plupart des gens ne le pensent pas. Ils ne craignent pas la Russie autant qu'on leur dit qu'ils devraient. Et donc, lorsque les principaux responsables politiques et militaires leur disent « Eh bien, devinez quoi ? Vous allez devoir sacrifier vos enfants », les gens répondent « Non, nous ne voulons pas sacrifier nos enfants. Nous ne le ferons pas. Nous ne pensons pas que la Russie soit notre ennemi. Nous devrions régler toutes nos divergences autour de la table. » Ainsi, les tensions sociales sont devenues très aiguës. Nos dirigeants ont perdu toute crédibilité. La classe des experts a perdu sa crédibilité. Le niveau de vie se détériore rapidement. L'ennemi extérieur, le chiffon rouge de l'ennemi extérieur, n'a plus d'effet. Alors, que se passe-t-il maintenant? Je pense qu'on aura soit un soulèvement social, soit une révolution, soit une guerre civile. Je pense donc que c'est la direction que nous prenons, et j'espère que cela pourra être évité. Mais ces gens ne vont pas simplement disparaître en silence. Je crois qu'il est extrêmement important pour nous tous d'essayer de rallier le plus grand nombre possible de membres de leur garde prétorienne à notre cause. C'est-à-dire d'essayer de communiquer avec les personnes dans l'armée, les forces de police, les pompiers, les unités de défense territoriale, peu importe ce que vous avez, et de leur dire que l'ennemi est à l'intérieur et que nous devons réformer nos sociétés.
Alors ne nous faisons pas la guerre entre nous, mais voyons comment nous pouvons le mieux réformer nos systèmes. Et ensuite, vous savez, les oligarchies n'auront plus le choix. Elles ne pourront pas aller contre le peuple. Eh bien, si vous lisez La République de Platon, il écrit, dans une certaine mesure, ce que vous dites maintenant. Il souligne que ces gouvernements oligarchiques ont tendance à être biaisés en faveur de l'instabilité et de la guerre. Fait intéressant. Obama a dit cela lorsqu'il est entré à la Maison-Blanche. J'ai parlé au colonel Lawrence Wilkerson, qui était là à la Maison-Blanche, et il a fait remarquer que Obama lui avait dit « Dans cette ville, quoi que vous essayiez de faire, il y a toujours ce biais en faveur de la guerre. » Et vous savez, si vous regardez La République de Platon, c'était essentiellement son argument, que l'élite riche commence à accumuler des richesses, que les inégalités augmentent et que le ressentiment commence à se répandre. Et puis, bien sûr, l'oligarchie aurait, je suppose, tendance à pencher vers la guerre pour deux raisons. D'abord, comme je l'ai dit, pour accumuler davantage de richesses, étant donné qu'elle ne supporterait pas le coût de ces conflits. En somme, ce seraient les paysans qui devraient mourir. Mais aussi, déclencher des guerres à l'étranger est un bon moyen d'unir la population. Cela détourne l'attention des conflits internes et renforce le pouvoir des élites. Encore une fois, cela renvoie à la nature humaine. Nous sommes des animaux grégaires. Plus la menace extérieure est forte, plus il est dans notre nature de rechercher la cohésion et la solidarité interne. Et nous finirons par nous punir mutuellement si nous ne respectons pas la ligne. Mais est-ce ainsi, juste une dernière question, que vous percevez bon nombre de nos guerres actuelles? Parce que nous avons beaucoup de problèmes avec l'oligarchie. Tout d'abord, sur la scène internationale, son pouvoir est en déclin en raison de la montée de pays comme la Chine, mais aussi à cause du découplage des centres énergétiques et de l'influence croissante de puissances comme la Russie, ainsi que de producteurs d'énergie comme le Venezuela et l'Iran. Les choses échappent au contrôle, et l'on peut voir l'hégémon décliner. Il y a l'élément externe de nouveaux centres de pouvoir, mais aussi, sur le plan intérieur, un ressentiment croissant au sein de la population. Est-ce ainsi que vous percevez les guerres? Je veux dire, avec la Russie, potentiellement la Chine, le Venezuela, et probablement dans un avenir proche, l'Iran, et je suppose les troubles de notre époque. Voyez-vous cela comme lié aux oligarchies? Oui, c'est lié aux oligarchies, mais je pense que ce n'est pas toujours une question de détourner l'attention des problèmes intérieurs. Parfois, ils veulent réellement conquérir les ressources d'autres nations. Autrement dit, ils cherchent à obtenir le contrôle politique sur des pays riches en ressources. Pourquoi? Parce que de cette manière, ils transforment le travail et les ressources de cette nation en leur propre garantie. Ce qui est une façon remarquable de créer du crédit pour soi-même à partir de la richesse d'autrui. Au moment où vous accordez des prêts à vos clients, comme KBR, ExxonMobil, Shell, peu importe, pour aller développer une ressource pétrolière en Irak, en Iran ou au Venezuela, la richesse en ressources de cette nation devient votre richesse dès que vous émettez ce prêt à votre client. Et tout au long de l'histoire, ces oligarchies dirigeantes ont toujours appartenu à la classe des prêteurs d'argent, y compris à Rome. À titre d'exemple, Jules César, qui encore aujourd'hui est diabolisé dans nos programmes d'histoire comme l'homme qui aurait presque détruit la démocratie romaine, voulait en réalité réformer Rome et limiter le pouvoir de l'oligarchie. Brutus, l'un de ses assassins, faisait partie de ces oligarques. Et Brutus n'était pas ce défenseur républicain de la démocratie. C'était un prêteur d'argent avide et un usurier. Il existe même une histoire selon laquelle il aurait accordé un prêt au magistrat de la ville chypriote de Salamine, ou Salakis, je ne me souviens plus,
en leur imposant un taux d'intérêt de 48 ou 50%. And charging them 50% or 48% interest. And then when they disagreed, when they said, Et puis, lorsqu'ils n'étaient pas d'accord, lorsqu'ils disaient « c'est excessif, nous vous devons tant, pas davantage », il envoya la cavalerie assiéger la ville et au moins 5 responsables municipaux moururent de faim. Mais Brutus insista pour être payé intégralement, même s'il exigeait un intérêt de 48%. C'était en somme le mode de fonctionnement de l'Empire romain, car il était dirigé par les oligarchies prêteuses, par les banquiers. Et donc, cela devrait nous servir d'avertissement, car Rome est tombée, et sa déchéance fut d'une laideur terrible. Rome fell and it deteriorated in a very ugly way. It was Il était constamment déchiré par des guerres civiles. Les généraux romains passaient plus de temps à combattre d'autres généraux romains qu'à affronter des barbares ou d'autres envahisseurs. Mais la façon dont l'histoire le présente, l'Empire romain et tout ce qui s'est passé, dissimule toujours les leçons les plus importantes, n'est-ce pas? Ils ont toujours caché que tout cela concernait la dette, la banque, l'oligarchie, la colonisation, l'impérialisme, et ainsi de suite. Nous devons donc mettre au jour toutes ces leçons aujourd'hui, parce que nous le pouvons, parce que nous avons Internet, et qu'un grand nombre de ressources deviennent accessibles. De nombreux historiens très brillants, dotés d'imagination et prêts à fouiller dans de vieux documents, publient aujourd'hui des ouvrages extrêmement intéressants et de nouvelles interprétations de faits qui nous étaient autrefois cachés. En ce sens, je me sens très optimiste quant à l'avenir. Mais, vous savez, ils ne vont pas simplement disparaître en silence. Ils vont se battre. Ils vont résister. Nous devons donc rester fermes et exiger de véritables changements. Pas simplement dire « repartons en guerre et recommencer à zéro ». Et puis, pendant une génération ou deux, nous allons penser que tout est de nouveau merveilleux, jusqu'à ce que les dettes deviennent à nouveau impayables. Et ensuite, nous recommencerons tout, cycle après cycle. Et vous savez, peut-être encore des guerres mondiales, parce qu'il le fallait, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas en avoir une troisième, puis peut-être une quatrième, et ainsi de suite? Je pense donc que nous devons briser ce cycle de l'histoire. Mais la seule façon d'y parvenir, c'est de vraiment comprendre d'où viennent les problèmes, avec autant de clarté que possible. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est possible. Cela demandera des efforts, il faudra de nombreux podcasts comme celui-ci, mais je crois que nous devons le faire, car c'est l'avenir que nous laisserons à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Eh bien, j'aime quand tu termines sur une note optimiste. Donc, des changements arrivent. On sent, pas à travers les gros titres des journaux, mais on perçoit le changement de sentiment, qu'il y en a certains qui veulent réellement restaurer certaines des valeurs et vertus que les dirigeants politiques prétendent représenter, bien qu'ils les aient clairement abandonnées depuis longtemps. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci pour l'invitation, Glenn. Et jusqu'à la prochaine.